Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est super content de l'invité qu'on a parce que Zach et moi, on tripe vraiment sur ce qu'il fait, sur ses chansons. Alexandre Belliard, bonjour. Salut! Premièrement, comment ça va? Ben, ça va bien, ça va très bien. Qu'est-ce qui occupe ton temps ces temps-ci? Puisqu'on s'entend que côté artistique, c'est un peu difficile. Qu'est-ce que tu fais de bon? Ben, je fais des capsules web sur mes tunes. Donc, je raconte en 10 minutes une histoire, puis je fais une chanson. Et j'enregistre ça pour le Centre de la francophonie des Amériques. OK. Alors, je suis pas mal dans le jus avec ça. Puis sinon, je suis en train de finir d'écrire le tome 7, le livre, OK. pour sortir ça à l'automne. Fait que moi, je manque pas de travail. Mais ça va être. Est-ce que ça va être un peu comme les autres, que c'est aussi audio? Parce que tu sais, avais les musiques qui sont reliées. J'ai eu un peu de difficulté à comprendre genre, comment ça fonctionne parce que tu sais, as des livres avec des tomes, mais en même temps, tu as comme des chansons qui sont reliées à ça. En fait, c'est que chaque chanson, j'ai écrit un article qui explique, mettons, j'ai une toune sur Papineau, ben c'est qui Papineau, à quelle époque il a vécu. Donc, les livres, ça met en contexte des chansons parce qu'en 3 minutes et demie, on n'a pas le temps de raconter grand-chose. Le livre donne un petit peu plus de détails, en fait. OK, fait que dans le fond, c'est l'histoire complète de la chanson que tu as créée, là. C'est ça? Ben, en fait, c'est une partie de l'histoire. Tu sais, c'est juste des textes de 1000 à 1500 mots. Fait OK. que, encore là, ça ne remplace pas une biographie, sauf que c'est une introduction. Tu sais. C'est quoi ton background? T'as-tu étudié en histoire? T'as-tu été prof d'histoire ou pour te rendre là? Non. Non, je ne suis pas historien. Il y en a qui disent que je suis historien des fois, mais un historien, ça fait des recherches, ça fait l'histoire. Tu sais. Moi, je fais juste utiliser le travail des historiens, justement, puis je le vulgarise, si on veut. Donc, je transforme ça en conte puis en chanson. J'ai étudié en histoire en 2012. Je suis retourné à l'école. Moi, je n'étais pas allé à l'université parce qu'à partir de 18 ans, je faisais de la tournée, je faisais du spectacle, puis j'ai pas eu l'occasion d'aller à l'université. Mais en 2012, je me suis offert ce cadeau-là. Je me suis offert une année de pause de tournée pour aller étudier. J'ai fait un petit certificat en histoire sur la Franco-Amérique, puis l'histoire de l'Angleterre. Puis j'ai vraiment adoré ça. J'ai capoté. Moi, j'aurais pu être à l'université pendant 20 ans, Ah ouais. puis Mais, c'est possible d'être tourné. mais comment tu es arrivé dans ta carrière à te dire, ah, je pourrais faire des chansons sur l'histoire du Québec? C'est quoi l'étincelle qui t'a fait penser à ça? Ben, en 2010, j'ai lancé un troisième album pop qui s'appelle Des fantômes des étoiles. Puis c'était vraiment difficile de vivre de ça. Puis ça faisait quand même plus que 15 ans que je chantais, mais que je chantais, que je parlais de moi. Puis ça ne me tentait plus de me raconter. J'avais plus le goût d'analyser mon quotidien, puis ce que je vis, puis en faire des chansons, ça me plaisait pas. J'avais besoin d'autre chose. J'avais envie de continuer à chanter, continuer d'écrire, mais j'avais le goût d'étudier, surtout, de lire, puis de voyager. Puis je me suis aperçu que Les gens d'un peuple, ça m'offrait l'opportunité de tout faire ça. Tu sais. C'est politique, c'est sociologique, c'est anthropologique, c'est poétique, c'est musical. Fait que toutes mes passions se retrouvent dans ce projet-là. Donc, en quelque part, pour moi, c'est aussi, aussi divertissant qu'un travail. Tu sais. C'est mon travail, mais je le ferai de toute façon. Donc, OK. fait que pour moi, c'est vraiment le projet idéal. Ça ne m'empêche pas d'avoir le goût de ce temps-ci de ressortir un album pop. J'ai ramassé pas mal de tunes depuis 12 ans que je ne chante plus mes anciennes affaires. Puis l'autre fois, j'ai fait un petit show sur Internet, puis je chantais mes vieilles tunes, puis j'ai eu du fun. Tu sais. Fait que je me suis dit, ah, ben, le plaisir est là et de retour. Fait que j'envisage éventuellement de ressortir peut-être un album pop puis de faire une tournée avec mes anciennes tunes. Ça fait plus que 10 ans que je ne les ai pas chantées. Fait que, ouais, voilà. Toi, en ce moment, dans le fond, le confinement, est-ce que ça change pas mal ton rythme de vie ou tu étais pas mal anyway dans l'écriture? Tu sais, je sais que tu avais des shows prévus aussi, ça fait que ça, c'est sûr qu'on s'entend que Ouais. c'est annulé. Mais pour ce qui est de ton écriture, ça ne change pas grand-chose ou? Ben, en fait, moi, ça m'a vraiment dérangé, comme tout le monde, en fait, là, mais dans la mesure où je sortais d'un confinement, ça faisait 8 mois que j'étais en écriture. Moi. Fait qu'en février, j'ai fini d'écrire des manuels d'histoire pour les écoles.
OK. Mais en fait, c'est pas des cahiers d'apprentissage pour les jeunes. Là. J'ai écrit des livres, qui vont se retrouver dans les écoles à partir de septembre. OK, Puis cool. ça m'a demandé quand même un 8 mois là, intensif à écrire troisième, quatrième, cinquième année, sixième année du primaire. Fait que j'ai fini ça en février, puis là, je recommençais ma tournée en février. OK. Je repartais sur les routes du Québec, de la France, de la Suisse, puis du Mexique. Comme là, je devrais être au Mexique en ce moment. Ah ouais. Ouais. La semaine passée, je devais être en Suisse. Donc, ça a tout fucké ça. Mais là, la France, ils m'ont déjà rappelé pour l'automne. Donc, ça a l'air de reprendre tranquillement. Mais ouais, moi, j'ai recommencé à faire des shows puis des conférences à travers le monde. Fait que quand ça s'est arrivé, ben, ça a changé mes plans. Mais là, tu as parlé d'une tournée au Mexique. Est-ce qu'il y a une communauté francophone là-bas ou c'est vraiment des personnes qui parlent espagnol qui trippent quand même sur ce que tu fais? C'est les deux. Mais il y a vraiment des communautés. Tu sais, il y a 33 millions de personnes qui parlent français à travers les Amériques, que ce soit en Californie ou au Brésil. Partout, tu as des communautés francophones. Il y a des alliances françaises à la grandeur du monde. Il y en a 800 sur la planète. Fait que tu peux aller chanter à New York, à Détroit, à Los Angeles, à Bogota, à Port-au-Prince, à Cuba, partout, tu vas avoir des francophones. Fait que moi, je fais le tour de ces communautés-là. C'est beaucoup des universités qui m'invitent aussi. Donc, mettons, l'Université autonome de Mexico. Je suis allé là. Je suis allé à Bogota aussi, chanter à l'université de la capitale colombienne. Donc, voilà. Je suis curieux par rapport aux chansons que tu fais pendant tes spectacles. Est-ce que tu les sélectionnes selon l'endroit? Tu sais, on s'entend, mettons, la chanson sur Falardeau. Tu sais, peut-être qu'en France, ils connaissent moins ça. Tu te concentres sur des gens qui ont aussi marqué la France ou c'est tout le temps la même setlist que tu chantes? Non, il n'y a pas deux shows pareils. Je m'adapte vraiment selon où je suis, à qui je parle, OK. le contexte, des fois politique, le contexte. Des fois, c'est l'actualité aussi qui va guider mes choix de chansons. Mais tu sais, j'en ai une centaine des chansons des gens d'un peuple. Ouais, Je peux choisir en masse. Là, mais c'est fou, justement, que tu en aies fait autant. Tu sais, on s'entend que c'est pas des chansons, justement, plus pop, que tu peux aller chercher les paroles dans ta tête. C'est énormément de recherche, j'imagine, pour chaque chanson. Est-ce que c'est beaucoup plus long? Tu as fait les deux, tu as fait des chansons plus pop, puis ces chansons historiques-là. Est-ce que le temps, il est beaucoup plus long pour l'écriture d'une chanson historique? Ben, je ne sais pas. Je pense pas. Non? C'est deux façons de travailler différentes. Tu sais, je parlais avec Paul Piché récemment, puis il me disait que lui, ça y prend des fois 5, 6 ans, 7 ans à écrire un disque. Il y a un rythme d'écriture vraiment lent. Tu sais. Jean Leloup aussi, tu sais, Ouais. ça prend 5 ans avant qu'il sorte un album. Moi, je pourrais en faire 2 par année. Tu sais. C'est une question de rythme de travail de chacun. Moi, mon métier, c'est d'écrire des chansons. Je me lève le matin et je me dis, bon, ben, je vais écrire une tune tout de suite. Puis je me mets au travail, puis à la fin de la journée, j'en ai une. OK. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Moi, je suis de même. Pour les tunes historiques, c'est encore peut-être plus facile parce que la matière est dans les Ouais, livres. c'est vrai. Fait que j'ai juste à lire le livre puis je vais savoir de quoi parler. Tu sais. Mais c'est quand même une grosse job de recherche quand même, là, fouiller dans tous les livres, puis t'assurer que tout ce que tu dis, c'est bien la bonne information. Fait que, Écoute, des livres, là, ma maison est pleine. Tu sais, Bon, on le voit derrière toi. Je pourrais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Là. Bon, ben, let's go. un Yeah. tour house. Ça, c'est toutes mes livres d'histoire en grandeur dans le salon. Tu sais. Fait que moi, quand je déménage, il faut que je pense. J'en ai dans mon bureau, j'en ai partout. C'est ma matière première, tu sais. Puis je trouve que c'est... je me trouve chanceux parce que j'en ai pour l'éternité, tu sais. Moi, je n'aurai jamais de pénurie de... Excusez, là, ça brasse un peu, là. C'est correct. Puis, ouais, mais c'est intéressant d'avoir autant de livres, c'est certain. Puis ça vient d'où cette passion-là pour la lecture et l'histoire? Est-ce que c'est depuis que tu es jeune ou c'est venu plus tard? Ben, moi, à 17 ans, j'étais tout le temps à la bibliothèque municipale. J'empruntais le maximum de livres que je pouvais, puis je me tapais tous les classiques, Victor Hugo, Shakespeare, Molière, Zola. J'ai lu les 21 Rougon-Macquart. Puis à un moment donné, je suis tombé sur une biographie d'un homme noir qui vivait au Texas, qui a été emprisonné genre, pendant 25 ans, puis il n'avait rien fait finalement. Puis ça m'a vraiment touché. Puis
le buzz que j'ai lu à lire son histoire, après ça, j'avais tout le temps recherché dans d'autres livres. Il s'appelait Randall Adams. Le gars, je me rappelle encore, j'avais avoir ça 15, 16, 17 ans, je me souviens plus. Puis après ça, quand j'ai recherché ce buzz-là, fait que à chaque fois que je lis un livre, j'espère encore triper, comme j'ai trippé à lire cette fois-là. Puis les biographies, ben, je trouve ça vraiment intéressant. Là, je trouve que les personnes deviennent très attachantes quand on a accès à leur univers. Là. Puis, mon but, en fait, avec les gens d'un peuple, c'est un peu ça, c'est de rendre les personnages attachants. Comme si moi, c'est comme mes amis. T'sais. Gabriel Dumont, Marianne Gaboury, FX Aubry, c'est mes chums. Je parle d'eux autres à tous les jours, je les raconte, je les chante. Ils font partie de ma vie. Pour moi, ils sont vivants. Ils existent encore. T'sais. Il doit avoir des deux, mais est-ce que c'est plus souvent tu lis un livre puis ça te fait penser à la chanson que tu vas écrire ou bien tu te dis il faut que j'écrive une chanson puis là tu cherches dans le livre pour un personnage? Tu as raison, c'est les deux. L'autre fois, je lisais un livre de Blaise Sandrard. C'est un roman qui s'appelle L'Or. Puis je savais pas pantoute dans quoi je m'embarquais. Puis finalement, c'était malade. Là. C'était l'histoire d'un gars qui a acheté des terrains en Californie et puis qui va se faire... il devient un des hommes les plus riches de la Californie. Un énorme propriétaire terrien. Mais là, ils ont trouvé de l'or sur son terrain. Là, il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui arrivent de partout dans le monde, qui arrivent chez eux. C'est à l'époque de la fondation de San Francisco. Puis le gars, finalement, il se fait piller ses chiens, il se fait tuer son bétail, les gens envahissent ses terres, tout le monde s'en fout, c'est le Far West. Puis à travers cette histoire-là, je tombe sur une femme qui a vraiment existé, qui est dans le livre, qui s'appelle Marie Pantalon. Puis elle est partie de la Haute-Savoie, elle a embarqué sur un navire, elle s'est déguisée en gars pour aller chercher de l'or, justement, dans le coin de San Francisco, sur le terrain de ce gars-là. Puis elle mettait des pantalons, mais les femmes n'avaient pas le droit de se mettre des pantalons en 1849. Tu sais, les 49ers, là, l'équipe de football, tu as un NFL dans le front. Là. Ouais. Ben, les 49ers, ça vient de cette ruée vers l'or-là en 1849 à San Francisco. Okay. Tu sais. Fait que moi, j'ai écrit une toune sur Marie Pantalon parce que j'ai lu le roman, puis là, j'ai vu ce nom-là passer. Puis là, j'ai fait des recherches, je disais, elle existait pour vrai, puis là, j'ai écrit une toune sur elle. Fait que, tout est sujet à chanson. Tu sais, je peux me promener dans un parc, le parc Honoré-Mercier. Ouais, mais c'est qui ça, Honoré-Mercier? Là, je fais ah, ok, cool, ben, je peux faire une tune sur lui. Tu sais, moi, j'habite à Iberville, tu sais, fait que j'ai fait une tune sur Pierre-Lemoine d'Iberville. Tu sais, tout est sujet à chanson. Fait que dans le fond, ta plus grande qualité, toi, sans aucun doute, pour ce que tu fais comme art, c'est ta curiosité. Ben, en fait, c'est sûr que j'ai vraiment un grand intérêt. Là, tu sais, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Moi, marcher sur la rue Brébeuf, pas savoir c'est qui Brébeuf, c'est sûr que ça me tape ses nerfs. OK, tant que ça. Ah ouais. Moi, il faut que je sache. S'il y a un monument, je vais m'arrêter, je vais lire la plaque. C'est certain. Là, je trouve que ça rend mon environnement plus intéressant. Quand je vais dans une école, si je vais à l'école Marguerite Bourgeois, ben c'est qui ça, Marguerite Bourgeois? Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, tout ce que je fais, j'analyse un peu d'un point de vue historique. Puis, tu as dit tantôt qu'en ce moment, tu devrais être au Mexique, tu as fait d'autres endroits ailleurs dans le monde. Tu es un grand voyageur. J'imagine que cette curiosité-là, ça te suit partout, pas juste dans les milieux francophones. Ah, c'est clair, mon projet il est panaméricain. J'ai une chanson sur Simon Bolivar qui est d'Amérique latine. Si la Bolivie s'appelle Bolivie aujourd'hui, c'est à cause de Simon Bolivar. Mais c'est qui ce gars-là? Il a vécu à l'époque des Lumières, il est admirateur de Napoléon, il est allé en France, il a rencontré la littérature de Jean-Jacques Rousseau puis de Voltaire, il a trippé bien raide, il a ramené ça en Amérique latine, puis il a sacré l'Espagne dehors de l'Amérique latine pour faire l'indépendance des pays. Fait que, quand j'étais allé au Chili ou en Colombie, ben, je chantais ce gars-là, ou le Che Guevara, qui est un Argentin, mais qui a aidé à libérer Cuba, puis qui a essayé de libérer la Bolivie aussi. Et il parlait français aussi, ce gars-là, très bien même. Fait que je l'intègre dans mes affaires selon les pays où je vais. T'sais. Quand je vais en Haïti, j'arrive avec des tunes sur certains personnages haïtiens, comme Toussaint Louverture, mettons. Donc, est-ce que tu as une histoire que tu as faite en chanson que c'est vraiment elle ta préférée? T'en as-tu une que tu es genre, ça là, c'est l'histoire que j'aime le plus? Ou t'en as-tu une que tu préfères des autres? Ah, c'est compliqué ça. Non, je pense pas. J'adore Samuel de Champlain. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup, ce gars-là. J'aurais aimé ça que ce soit mon ami.
J'aime beaucoup FX Aubry aussi, tu sais, puis Jean-Baptiste Chalifou, c'est une malade voleur de chevaux au Nouveau-Mexique. Je veux dire, comment ça pour naître à Charlebourg et finir voleur de chevaux au Nouveau-Mexique? C'est complètement malade comme histoire. Il y en a beaucoup que j'aime. Tu sais, moi, je les aime toutes, ces gens-là. Sinon, je ne ferais pas de chansons sur eux autres. C'est toutes des personnes qui m'intéressent. Mais c'est sûr qu'il y en a des. J'aime bien Denis Vanier, le poète. Ça a été ma première chanson biographique, justement. Déjà à l'époque de Pierre Jacquot, mon premier album pop, la première tune, c'est une tune biographique sur inspirée de Denis Vanier. Fait que je fais ça depuis toujours. Là. J'avais fait une tune sur Renaud sur mon deuxième album. J'ai fait Marie Huguet sur le troisième album. Fait que j'avais déjà commencé à faire des légendes d'un peuple en 2004. OK. Est-ce que tu as l'impression de plus en plus de commencer à manquer de noms ou tu as tellement l'habileté d'en sortir de nulle part que tu penses pouvoir continuer à faire ça pendant des années encore, des biographies comme ça en chanson? Ouais, je pourrais en faire des milliers. Là. OK. Mais t'en as-tu, genre, tu sais, mettons, en tête, genre, tu sais, en ce moment, y en a-tu que Ouais. tu sais, est-ce qu'il y en a que tu sais que déjà, genre, tu pourrais faire une chanson sur eux présentement, ou c'est genre, tu sais, plus que le temps avance, plus que tu découvres des nouvelles personnes, puis là, tu te dis, ah, ben, je vais faire une chanson sur eux. Ah, ben, il y en a qui sont sur la table de travail depuis longtemps. Là. Comme cette semaine, j'ai fini Claude Gauvreau. Mais Claude Gauvreau, je l'avais déjà commencé en 2010, mais ça m'a pris 10 ans à faire. OK. C'était pas facile, celle-là. Mais là, je l'ai faite, je l'ai fini, je suis super content. Non, des personnages, j'en ai tout le temps sur mon bureau là, qui sont en attente. J'en ai OK. beaucoup, beaucoup. Là, 100, c'est rien du tout. Là. Il faudrait que j'en fasse des milliers pour être satisfait, mais probablement que je ferai probablement pas ça. Je vais peut-être en refaire. Je me mets pas vraiment de limite. Je vais en faire tant que ça m'amuse. Quand ça ne m'amusera plus, je le ferai plus. Est-ce que tu en as déjà fait deux sur la même personne ou est-ce que c'est dans les plans d'en refaire un que tu as déjà fait? Ben, je te parlais de Pierre Lemoine d'Iberville tantôt. C'est le seul que j'ai fait 2 chansons OK. dessus. Parce que la première chanson était sur le tome 1, puis c'était un texte de Louis Fréchette que j'avais mis en musique. Puis ça OK. raconte le Pierre Lemoine d'Iberville de la baie du Son uniquement. Alors que Pierre Lemoine d'Iberville, c'est aussi le pirate incendiaire de la côte est américaine, de Terre-Neuve. C'est le pirate des Caraïbes qui a participé à la fondation de la Nouvelle-Orléans avec ses frères. C'est le gars qui est mort à Cuba. C'est le gars qui voulait envahir New York. Fait qu'il y avait tellement d'autres choses à dire. Je n'étais pas satisfait de juste la première chanson. Fait que là, j'en ai refait une. C'est le seul. Il y en a 2. OK. Puis là, je pense vite fait, là, est-ce que tu en as déjà fait sur des personnalités qui sont encore en vie? Tu sais, je pense Ouais, rapidement. Il y en a. plusieurs. OK. Ah oui, plusieurs. Il y a Marc Séguin, le peintre, le romancier et le OK. cinéaste. Il y a lui, il y a Armand Vaillancourt qui est toujours avec nous. Yvon Deschamps. Ah, c'est vrai, ils J'en vont ai fait, des champs. ouais. Je n'ai fait plusieurs. Je n'ai fait une dizaine, je dirais. OK. Est-ce que tu dois leur J'ai fait demander... Boucardia. OK. Il Mais, ne sait pas encore, il n'a pas entendu, mais OK, OK, fait que c'est ça, ça allait avec ma question. Genre, t'as pas besoin de leur demander pour la faire. Tu fais ben, juste... je le fais. Avant de sortir la chanson sur le boucard, je vais les faire entendre. S'ils n'aiment pas ça, je ne le ferai pas. T'sais. Moi, je fais ça pour leur faire plaisir. Si ça ne leur fait pas plaisir, je Mais ne vais pas la sortir. Là. Mais ce qui est le fun aussi avec les chansons, c'est que le pop, souvent, ça reste pas longtemps. C'est très rare le pop qui dure dans le temps, mais tes chansons, c'est vraiment intemporel. Là, il y a du monde qui va peut-être encore écouter ça dans 100 ans, des tripeux d'histoire, puis qui vont adorer ça. C'est-tu quelque chose que tu préfères justement du projet que tu fais que de la pop? Ben, une des raisons pour laquelle j'étais tanné de mon ancienne carrière, c'est que j'ai l'impression que c'était toujours à recommencer. À tous les 2 ans, je sortais un album, il fallait trouver le cash, sortir le disque, puis après ça, on sort le disque, on sort un extrait radio, on fait des entrevues à radio, on fait des articles, là, ça marche ou ça marche pas, puis on recommence. Ça me tapait ses nerfs. Je trouvais pas ça structurant. J'avais le goût de faire une œuvre qui allait grandir, puis les gens de peuple, c'est cool parce que le monde, ils peuvent découvrir le tome 6. Fait que là, ils reviennent en arrière. Puis là, Ouais. après ça, ils découvrent le tome 1, 2, 3, 4, 5. T'sais. Donc, c'est ce que j'apprécie beaucoup cet aspect-là du projet. J'ai l'impression que j'ai pas l'impression de recommencer à zéro. J'ai l'impression de bâtir quelque chose de plus grand, de plus en plus grand. C'est OK. bien stimulant. Et puis, est-ce que quand tu l'as sorti, le premier, ça fait une couple d'années déjà, est-ce qu'il y a eu quand même un grand succès ou est-ce que c'était comment par rapport à tes attentes, le succès que ça a eu, ce projet-là? Je sais pas trop si j'avais des attentes. OK.
Mais c'est sûr que mes attentes, si j'en avais, en tout cas, elles ont toutes été largement dépassées parce que je ne m'attendais pas à faire une carrière internationale en chantant la francophonie des Amériques. Je me souviens qu'il y avait un artiste dont je vais taire le nom, que j'avais croisé dans un bar quand j'ai commencé à faire ce projet-là, puis il m'a dit que c'était un suicide artistique, que j'étais en train de scraper ma carrière. Ah ouais? Mais il s'est planté parce que ça l'a vraiment, au contraire, été c'est la plus belle aventure artistique de ma vie. Là. OK. Fait que, il s'est trompé. Ouais, mais ça doit être motivant. Là. T'as quelqu'un qui te dit que justement c'est un suicide artistique, puis finalement, c'est comme lui donner une claque en plein visage là, que tu as réussi à faire ça et que ça fonctionne très bien. Ben non, je pense pas à ça. Là, je veux dire, c'est quelqu'un que j'aime bien, anyway, mais c'est pas. Non, mais je peux comprendre. Quand je disais que je vais chanter l'histoire je vais chanter des biographies, lui, il trouvait que c'était d'un ennui morbide. Mais je pense que la manière dont je le fais, c'est pas si ennuyeux parce que les salles sont pleines, puis je vends des livres et des disques. Non, c'est ça. Ça aurait pu être un suicide parce que tu sais, c'est vrai qu'il a raconté l'histoire pour quelqu'un qui n'a pas entendu, ou ça peut être OK, ouais, pas sûr, mais quand tu l'entends, je pense que tu comprends que c'est pas juste un monologue de raconter l'histoire, il y a de la méchante bonne musique qui va avec ça aussi. Là. Ben, merci. Puis, où je m'en allais avec ça? Ah ouais, c'est ça, justement. Tu as parlé que les salles étaient pleines. Puis tout ça, est-ce que c'est venu immédiatement aussi que les salles étaient pleines ou c'est avec les années, justement, que le monde connaissait de plus en plus les tomes 1, 2, 3, 4? Non, je pense que c'est un combat de chaque instant, remplir les salles. Il n'y a jamais rien d'acquis. Puis ça dépend dans quelle ville aussi. Il y a des endroits où c'est plein, puis il y en a des endroits où c'est pas plein. Ça marche plus en région ou dans les grandes villes? Ben à Montréal, on a fait 9 Lions d'or en dedans de 3 mois à un moment donné. Fait que, ça marche à Montréal, pas pire. Ça marchait. Puis là, je fais des shows à Saint-Jean-sur-Richelieu, un par mois, puis je fais des shows différents. Puis on attire à peu près 250-300 personnes par soir. Okay, ça marche assez bien. Mais je me souviens, une fois, on a fait un show à Sept-Îles. Je pense qu'il y avait 10 personnes dans la salle, puis c'était une salle de 1500 places. Oh. J'étais avec Daran, puis Joran, puis Salomé Leclerc, puis Jean-Martin Rossan. Écoute, on était plus sur le stage que dans la salle, tu sais. Puis il y avait Éloi Pinchot qui était là avec un de ses chums, tu sais. Fait qu'on connaissait la moitié de la salle. Il y avait personne. Ça, c'était pas bien. Ça donne pas beaucoup d'énergie pour faire des choses. L'avez-vous pris en riant ou ça a été rough? Ben, je veux dire, les deux. Ouais. Je veux dire, tu sais, on ne peut qu'en rire, mais c'est rough. C'est pas le fun, tu sais, parce que t'as pas de... T'as l'impression que t'as pas de retour, là. Mais là, on commence à être habitué là, avec les shows sur Internet de ne pas avoir de retour. Ouais, non, c'est ça. T'as mentionné Jean-Martin Hossan. J'aimerais ça qu'on en parle parce que c'est un homme que j'admire beaucoup. Comment ça s'est fait, la connexion entre vous deux? Comment vous êtes rencontrés? Je m'en souviens pas. Je sais pas, ça fait une couple d'années qu'on est des amis. J'en ai aucune idée, c'est où qu'on s'est rencontrés. Ça fait longtemps, quand même, ça fait quelques années. Ah oui, la première fois, il m'avait téléphoné parce qu'il venait de fonder Option Nationale. Okay. Puis je pense qu'il voulait que je l'accompagne pour faire une toune, quelque chose de même. Puis ouais, fait que c'est ça. Il était à Option Nationale quand je l'ai rencontré à l'époque. Puis par la suite, je savais qu'il jouait du piano. Puis à un moment donné, je l'ai invité à venir faire une toune avec moi. Puis on a eu vraiment du fun. Puis après ça, je l'ai invité carrément à faire partie du band. Puis il a fait de la tournée avec nous autres. Il a très bien. Puis comment tu as vu ça, toi, son départ en politique? Bien, son départ en politique, il l'était déjà, mais avec le Parti québécois aux dernières élections, que ça a comme pas marché, ça, que j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi. Là, c'est un homme tellement intelligent. Qu'est-ce que tu as vu dans ça, cet échec-là, même si, en tout cas? Ben, quand je vois qui c'est... Je trouve que les gens se sont privés d'un sacré bon député. T'sais. Je pense aussi. Puis, je pense que c'est une erreur de ne pas avoir élu Jean-Martin Hossan, mais je pense que pour lui, c'est bien, par exemple, parce que la politique, ça use tellement, c'est tellement dur. Puis lui, il a tellement de belles choses à offrir que la game politique de se faire écœurer, de se faire... il y a quelque chose de malsain, là, je trouve, là, en politique. Ouais.
Jean-Martin, il ne mérite pas de se faire écraser ou détruire. Il a trop à offrir au Québec. Puis, il faut en prendre soin de ces gens-là. Puis en politique, c'est bien dur, j'ai l'impression, de prendre soin des gens. Là, ça a l'air pas mal tough. Je me suis fait offrir, moi, de me présenter. Puis j'y ai réfléchi beaucoup. OK. Puis moi, me faire écœurer, là, puis faire dire la game politique, là, d'essayer de trouver des affaires pour descendre ton adversaire. J'ai pas le goût de ça, tu sais. J'ai pas besoin de ça dans ma vie, tu sais. Fait que, parce que la politique, à la base, ça devrait être extraordinaire. Tu es là, puis tu essaies d'améliorer la société, puis tu essaies de laisser le monde meilleur qu'il est. Ça devrait être génial, tu sais, mais les rivalités, puis les médias, puis tout ça, tu sais, ils sautent sur l'occasion. Tu sais, si tu fais une connerie, tu te fais tellement ramasser. Puis c'est pire aujourd'hui avec les médias sociaux. Là, tout le monde a son opinion et son petit commentaire. Fait que non, ça ne me tenterait pas. Bien, justement, faisons le lien entre la politique et ton œuvre parce que veux pas, tu as des chansons qui sont très ouvertement souverainistes, tu es ouvertement souverainiste. Est-ce que ça t'arrive de te faire ramasser justement ces réseaux sociaux ou pas à cause que tu es souverainiste justement ou à cause de tes opinions politiques? Non? Jamais. Ça Ah, m'est ouais. jamais arrivé, même au Manitoba, à Saskatchewan, à Terre-Neuve, en Ontario, que je sois n'importe où au Canada. Je pense que c'est parce que je le fais avec respect. Je maintiens mes opinions politiques. Je peux parler de souveraineté au Manitoba, il n'y a pas de problème. Mais c'est comment je le fais. Je pense que c'est ça qui passe. Puis aussi parce que je m'intéresse aux autres. Moi, je suis un ambassadeur de la francophonie franco-manitobaine. Je raconte leur histoire partout dans le monde. Là, puis Franco-Yukonnais, puis Gabriel Dumont en Saskatchewan. Je suis porteur de toute cette histoire-là. Puis ça ne m'empêche pas d'être souverainiste pour autant. Puis moi, j'adore le Manitoba. Là, je suis très bien raide quand je vais là. J'ai plein d'amis à Saint-Boniface. J'aime beaucoup, beaucoup les Franco-Manitobains. Mais ça ne m'empêche pas d'être souverainiste. Fait que à partir de là, je pense que quand c'est pas fait dans la colère puis la bêtise, je pense que les choses, les gens, ils comprennent. Ils comprennent pourquoi je suis souverainiste. OK. Mais je suis quand même surpris que ça soit jamais arrivé, mais c'est cool, c'est super Jamais. cool. Bon. Ça m'est jamais arrivé, non. Ah. Puis au Québec, est-ce que dans tes shows, tu as des fois du monde qui te dit genre moi je suis fédéraliste, mais j'adore ce que tu fais, ou ça t'arrive-tu de recevoir des commentaires comme ça? Pas vraiment. L'histoire, ça appartient à tout le monde. Hein? C'est vrai. Fait que tu sois indépendantiste ou pas, ce qui s'est passé, ça s'est passé, puis that's it. C'est pas, moi, je chante pas pour les indépendantistes, je chante pas pour les fédéralistes, je chante pour le monde. Leur opinion politique, tant mieux s'ils votent oui, moi je suis bien content, mais s'ils votent non, ils sont bienvenus pareil. Puis en même temps, je pense qu'il y a même des chances qu'ils vont peut-être voter oui après. fait que tant mieux si je peux en gagner quelques-uns à une cause qui me tient à cœur. Mais moi, quand j'ai fait ce projet-là, c'était pour parler à tout le monde. Je trouve ça bien important de pouvoir faire le même spectacle devant un public qui est entièrement fédéraliste. Je veux pas me donner des barrières comme ça. Je trouve qu'il faut se parler, il faut échanger, il faut évoluer ensemble. Puis voilà. Dans tes spectacles, tu as des invités, je pense que c'est Zach qui me disait ça tantôt, tu as des invités qui viennent faire peut-être, je dirais pas une conférence, mais parler un petit peu, de raconter une chanson, par exemple. C'est quoi cette affaire-là? C'est un invité qui vient, dans le fond, expliquer une chanson? Ben, en fait, si je prends par exemple, en février, je faisais un spectacle, puis Yann Perrault il est venu, puis là, Yann, il a chanté sa chanson sur, ma chanson sur Louis Riel. J'invite les gens à choisir un personnage, puis à venir interpréter la tune tout simplement. Non, ils ne racontent pas l'histoire, je leur demande pas d'apprendre ça, c'est trop de travail. Mais moi, je la raconte à leur place, les autres, ils font l'interprétation. Puis moi, je trouve ça extraordinaire d'entendre des artistes que j'aime, que j'admire, porter ces personnages-là à leur tour. C'est un cadeau que je me fais. Oui, ben c'est super cool ça aussi, parce que j'écoutais sur Spotify ce que tu faisais, puis des fois, c'est une autre voix qui chante tes chansons. Fait que c'est ça, je me disais, à un moment donné, c'est Paul Piché. C'est laquelle qui chante Paul Piché déjà? Papineau.
Ouais, c'est ça. Puis j'étais comme, wow, ça donne super bien. Tu devais être extrêmement fier de cette collaboration-là. Ah ouais, c'est clair. Je me rappelle quand j'y ai demandé, je l'ai texté. On se connaissait pas beaucoup à l'époque. On est devenus des bons amis depuis, mais à ce moment-là, je ne le connaissais pas vraiment beaucoup. Puis je l'ai texté puis je lui ai demandé s'il accepterait de chanter Papineau pour mon projet Le Collectif. Et puis, je me rappelle, j'étais à côté sur ma remorque à l'île verte, dehors. Puis il m'a répondu tout de suite, puis il a dit avec plaisir, puis j'en revenais pas, tu sais, qu'il n'y a pas le piché. C'est Richard Séguin qui chante une de mes Ouais. tunes, c'est malade, tu sais, c'est fou, là, tu sais. Richard, il a collaboré à tous les albums, hein. Les Ah gens ne ouais? savent pas, mais il joue de la flûte, du tam-tam, il fait des Ah ouais. voix, il fait plein d'affaires sur des tomes 1 à 6, il a tout le temps joué, tu sais. Sur le tome 6, il a fait des trucs dans la chanson sur Leonard Cohen, tu sais. C'est carré. C'est vraiment le fun pour moi. Dans C'est le un beau talent. monde, dans le monde artistique, dans le monde, soit que ce soit de la poésie, de la chanson, whatever, c'est qui tes influences côté écriture ou musicale? Ben, Paul Piché, c'est avec lui que j'ai appris à jouer de la guitare. OK. C'est ses chansons qui. Ben, Nirvana aussi à l'époque. Là. J'aimais bien écouter du Nirvana. Puis Jim Morrison, il m'a fait découvrir un. C'est un peu Morrison qui m'a amené à la poésie, tu sais, parce que en lisant No One Here Will Get Out Alive, je pense, c'est un roman biographique, si on veut. Là-dedans, on découvre ses influences littéraires à lui. Tu sais, fait que là, lui, il m'a emmené à Rimbaud. Il m'a emmené aussi à la philosophie de Nietzsche, de Schopenhauer. Fait que c'était comme un arbre généalogique. Tu sais. Lui, Rimbaud m'a emmené à d'autres choses. Fait que je lis des affaires, puis ça m'amène à d'autres choses, mais j'ai complètement oublié ta question. C'était c'était tes influences dans le monde de la musique ou Ah, poétique. OK. Ben, Renaud, c'est majeur chez moi. Là, tu sais, OK. je connais toutes ses chansons par cœur. J'écoute ça, ça fait 25 ans, puis je capote. J'aime encore ça autant. Puis il y a un gars que j'aime vraiment beaucoup aussi, là, il s'appelle 16, S-A-E-Z. C'est vraiment puissant. Là. C'est OK. une espèce de punk Léo Ferré mélangé avec un punk. Oh wow. Je vais aller voir ça après, c'est C'est sûr. écœurant, c'est sauvage. En même temps, ça va passer de la douceur, du piano-voix magnifique avec la langue de Molière maîtrisée comme peu de gens le font, à genre une chanson vraiment fuck you, secteur électrique, punk, trash, qui va lancer sa colère à travers. Il est vraiment spécial, cet artiste-là. En as-tu, toi, des chansons qui sont un peu plus punk ou c'est-tu quelque chose que tu aimerais faire dans le futur? Ouais, là, j'étais en train de monter un band avec mon fils. Là. OK. C'est une primeur, ça. Mais on fait un Oh, band de punk avec des tunes trash que j'ai depuis longtemps, que j'ai jamais chanté parce que ça correspondait comme pas à mon profil. Fait OK. qu'on va se faire un band de rock. On a déjà notre nom, notre logo. On va frôler le glam rock punk. Là, Ah, wow, OK, j'ai hâte d'entendre ça. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu envisages aussi de prendre des chansons d'histoire d'un peuple puis les modifier ou ça va être deux projets complètement indépendants? Non, ça va être indépendant. Par contre, j'ai pour projet de faire un spectacle plus rock avec les chansons que j'ai des gens d'un peuple. J'aimerais ça en choisir une dizaine puis faire un show de festival avec, puis OK. refaire tous les arrangements. Là, genre demander à Olivier Langevin de Galaxy, mettons, de repenser les tunes pour que ça déménage un peu. Là. Fait que ouais, OK. ça, c'est quelque chose que j'aime parce qu'à la base, moi, tu sais, j'écoute beaucoup, beaucoup de rock. Là, j'aime vraiment ça. Là, fait que j'aimerais ça en faire aussi. Ça a l'air le fun, je l'ai jamais fait. Ah non, mais ah non, c'est cool, j'ai vraiment hâte d'entendre ça, sérieusement. Ça va être Puis, drôle. pour en revenir un peu à ben, tu sais, la job que tu fais de conférencier dans les écoles primaires, secondaires, c'est ça? Ouais, les universités, les cégeps, OK, je t'es fais fait tout. tout. Ouais. Est-ce qu'auprès des jeunes, tu sais, des fois, quand tu es plus jeune, il y en a plusieurs que tu sais, l'histoire, c'est plus difficile Ouais. comme matière. Je parle, est-ce que, genre, comment c'est perçu, toi, quand tu arrives là, puis tu comptes de quoi à des plus jeunes? Est-ce que ça passe bien? Est-ce qu'ils interagissent? C'est comment? Ouais. Ouais, ça fait 10 ans que je fais des écoles, puis j'en fais beaucoup, beaucoup. Puis si je le fais, c'est parce que j'ai l'impression que les jeunes aiment ça, sinon je ne le ferais pas. On a bien du fun ensemble. Moi, j'adore ça, aller les rencontrer. Ils aiment ça, l'histoire, c'est juste qu'ils ne savent pas.
Mais c'est ça, mais primaire, secondaire, c'est vraiment en surface, tu sais, c'est ce que les gens y apprennent. Puis là, toi, tu t'en vas vraiment, tu sais, dans la profondeur du sujet. Fait que c'est ça, j'imagine que ça doit être plus intéressant à écouter que tu sais, juste savoir tu sais, de façon plus large, là. Je sais pas, moi, je vois ça de Ben, même. je peux pas parler à leur place, mais j'ai beaucoup de jeunes qui me disent qu'ils aimeraient ça m'avoir comme prof d'histoire, tu sais. Sauf que moi, j'ai le beau rôle parce que, justement, Ouais. j'ai pas à me taper les contraintes du ministère. Moi, j'arrive là, je fais qu'est-ce que je veux. Je suis là pendant 1 heure. Je suis là pour les amuser. Fait que j'ai le beau rôle, tu sais. Mais justement, comment tu le trouves, le système d'éducation du niveau de l'histoire? Tu trouves-tu que ça devrait être complètement autre chose? Trouves-tu qu'il y a des grosses lacunes ou tu penses que généralement, c'est quand même bien? Ben, je pense que ça a été désastreux pendant de nombreuses années. Ouais. Moi, j'ai rien appris en histoire à l'école. À rien. À rien pendant tout, là. Euh, Fait que là, moi, comme je te dis, j'ai écrit des livres Ouais. d'histoire. Là. Fait que là, j'ai été confronté aux exigences du ministère de l'Éducation puis tout ça. C'est sûr que il y a un gars qui s'appelle Jacques Lacourcière, qui est un historien. Et puis lui, il m'a dit une fois, il dit l'histoire, ça ne s'enseigne pas, ça se raconte. Puis je pense qu'il Ouais, a raison. vraiment. Fait que je pense que l'histoire, il faudrait qu'elle soit racontée aux jeunes. Ils aimeraient plus ça que de l'espèce d'enseignement. T'sais, ils vont s'en souvenir bien plus si tu leur racontes une histoire que si tu leur donnes des données, puis des dates, puis des 100%. noms. Puis fait que moi, c'est ça que j'essaie de faire. Je pense que l'histoire, ça s'améliore avec les TDI, là, les tableaux intelligents dans les Ouais. classes. Puis tout, il y a de plus en plus d'images. Je pense que ça s'améliore. Mais je pense qu'une chose, puis tu en as parlé tantôt, tu as dit que toi, quand tu écris, ben, tu dis, OK, ces gars-là, c'est mes amis. Tu sais, les personnes sur qui tu écris tes textes, c'est tes amis. Mais je pense que ça serait de quoi vraiment d'intéressant à amener dans l'éducation aussi, de voir, OK, ces gens-là ne sont pas différents de nous. Tu sais, ces gens-là, il y avait des valeurs. Ces gens-là, ils voulaient apporter quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait plus mettre de l'avant, que ces gens-là ont beaucoup de ressemblances avec nous. Je pense que ça pourrait beaucoup plus intéresser les jeunes de voir que crime, même si c'est de l'histoire d'il y a 400 ans, ben, ça ressemble encore à notre réalité d'aujourd'hui. C'est juste d'autres choses, tu sais. Ben, tu as pleinement raison, à mon avis. C'est d'humaniser l'histoire. Moi, c'est ça le concept de la collection que j'ai écrite. Là, ça s'appelle Épopée. Mettons que on est au chapitre où on raconte la Fondation de Montréal. Ben, c'est Jeanne Mans qui nous raconte comment elle a vécu ça, puis qu'est-ce qu'elle a fait, puis c'était quoi son rôle. Au lieu de dire « Ah, il y a eu la fondation de Ville-Marie, blablabla », c'est une personne qui nous dit « Bon, moi, je suis arrivé là, j'ai fait ça. » Je trouve que c'est plus le fun à travers le filtre de l'individu que la grande histoire racontée par une espèce de narrateur omniscient. Ouais. Là. Une autre, ouais. Une autre chose aussi, c'est que je généralise pour les jeunes, mais malheureusement, c'est ça quand même. Tu sais, on parle d'indépendance, puis le monde dit c'est une vieille idée, c'est fini l'indépendance. Qu'est-ce que ça fait? C'était en 95, ça fait pas longtemps. Puis imagine les jeunes, ce qui risque de ça qui vient d'arriver. Imagine ce qui s'est passé il y a 400 ans, comment ça leur passe 1000 pieds par-dessus la tête. Tu sais, on a l'impression que ce qui est arrivé il y a 10 ans, ben, on s'en fout. Fait que l'histoire qui Ouais. remonte à des Mais centaines d'années. parce que les jeunes, là, puis il y a bien des adultes puis des vieux aussi, des plus vieilles personnes qui comprennent pas que. Moi, ça me fait rire, ça. C'est une vieille idée, l'indépendance. Ouais. On est la seule monarchie en Amérique. La monarchie, là, ça, c'est-tu assez une vieille idée? Ça, c'est une vieille idée. Fait que, tu sais, lâchez-moi avec. Comment l'autonomie, comment prendre ses propres décisions pour soi-même, par soi-même, peut être dépassé comme idée? Il faut être débile pour dire que c'est dépassé, là, tu sais. En ce moment, là, avec tout ce qui se passe, là, les jeunes ils devraient être plus souverainistes que jamais. Là, ouais. ils vont aller manifester dans la rue, mettons, contre un pipeline. Ben ça, man, si t'es indépendant, c'est toi qui décides. Là, c'est pas toi qui décides, là, c'est Ottawa qui décide. Puis c'est pareil pour la fermeture des frontières avec le COVID, ce qui s'est passé. C'est tout Trudeau qui décide, tu sais. Fait que, moi, j'aime mieux décider pour moi quand, l'indépendance alimentaire, la souveraineté alimentaire, tout ça, c'est des leviers que tu peux avoir quand tu es un peuple qui décide par et pour lui-même. C'est se donner se donner les moyens
d'être plus près de ce qu'on a envie comme société, d'être indépendant, comment ça peut être dépassé. Mais Ça me fait capoter, ça. Ça me fait... Et puis, je comprends pas que les gens ne soient pas super souverainistes parce que justement, eux autres, justement, ils trouvent ça important l'écologie, mais on va pouvoir faire nos propres décisions au lieu d'investir dans les pétroles et tout ça. T'sais. L'indépendance, ça devrait être plus actuelle que jamais. Je veux dire, puis tu sais, bon, en tout cas, ils devraient enseigner ça à l'école. Mais par rapport à ça, c'est drôle parce que je sortais le même argument face à quelqu'un, justement, il n'y a pas longtemps, qui me disait que l'indépendance était dépassée. Puis j'étais comme, okay, c'était la personne la plus environnementaliste pour l'environnement et que je connaisse. Puis tu veux rester dans le Canada. Il dit, ben justement, ça serait égoïste de quitter le Canada puis d'être vers nous puis de laisser le Canada. Mais non, égoïste. Ben, moi, je pense que le Québec aurait l'opportunité d'être un des États. Tu sais, les gens admirent beaucoup la Norvège, la Suède, tout ça, mais je pense que le Québec, en tant que pays, pourrait être à l'avant-garde Absolument. politique, pourrait être un exemple mondial, tu sais, sur plein de plans. Tu sais, je pense que c'est une société progressiste qui serait passionnante à voir se développer. Ouais. Je pense qu'il y a juste du positif dans tout ça, puis c'est pas contre le Canada, c'est pour un Québec plus intelligent, plus vert, plus économiquement plus stimulé, plus stimulant avec ses propres leviers. Moi, je vois pas de mal là-dedans, tu sais. Exact. Puis, tu sais, en tant que souverainiste, ben, des fois, j'essaye de lire. Je suis comme, OK, là, je vais essayer de me rentrer dans la tête, c'est quoi les arguments des fédéralistes. Puis là, je fais de la lecture, puis je suis comme, ouais, mais non, ça n'a pas de sens. Tu sais, on n'est pas sûr de ce qui arriverait économiquement. Ben, on n'est pas sûr de ce qui va arriver économiquement dans le Canada non plus dans 10 ans quand le pétrole, ça ne sera plus à la mode. Là. Ben, tu sais, je dis 10 ans, ça va être plus long que ça, mais à un moment donné, le pétrole va cracher. Canada, ça va être quoi? En tout cas, ça me dépasse aussi. Bon, passons à. Je pense, j'ai envie de parler de Falardeau parce que c'est un gars sur qui Zach et moi, on tripe bien raide. À froid comme ça, ben, ton opinion de Falardeau, c'est quoi? Tu penses qu'un gars de même aujourd'hui, ça serait très intéressant à voir dans notre société? Ben oui, mais il est encore là. Il est encore là avec Meilleure réponse. Avec ses films, avec ses prises de parole. Puis moi, quand je l'entends, je trouve ça tout le temps intelligent puis articulé. C'est un homme que j'admire beaucoup. Je suis bien proche de la famille de Pierre. Je suis très proche de Jules, son fils, avec qui on a travaillé beaucoup. Il a fait plein de vidéoclips pour moi. Puis, Pierre existe à travers lui aussi. C'est vraiment quelqu'un qui a influencé beaucoup de monde. Moi, j'aime bien ses livres. Quand j'ai lu Un très mauvais ami, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Il y avait une sacrée plume. Oui, on a besoin de gens comme ça, mais c'est difficile d'être comme Pierre Falardeau. Il a dû souffrir beaucoup. C'est clair, il allait au bat pour tout le monde. C'est très difficile de prendre position comme ça puis d'être polarisant parce que les gens ont tellement de haine et de colère. Tu sais. Lui, comme tu dis, il est allé au bat. C'est un gars comme Armand Vaillancourt aussi, comme Michel Chartrand. C'est toute la même... Je vois un peu la même énergie dans ces gars-là. Tu sais. C'est ça, je l'aime beaucoup. Si on retourne un petit peu du côté politique, comment tu trouves ça, toi, d'avoir une guerre à l'intérieur même des souverainistes entre Québec solidaire et le Parti québécois? Tu sais, moi, personnellement, ça me fait souffrir parce que pour moi, si on fait l'indépendance, puis après, on décidera on s'en va où, tu sais. Fait que toi, tu vois ça comment? Tu vois ça comment? Ben, je vois ça comme toi. Je trouve ça très déprimant. Je trouve que c'est beaucoup d'énergie qui n'est pas mis à la bonne place. Moi, carrément, là, ça me désintéresse de la politique québécoise provinciale. Là. Je suis complètement blasé, écœuré. Ça serait supposé être positif, puis stimulant, puis rassembleur, ce projet-là. C'est pas ça qui se passe, tu sais. Fait que je sais pas si c'est des problèmes d'ego, si c'est des problèmes de leadership, mais moi, je m'ennuie Je m'ennuie de... Tu sais, moi, j'ai voté en 95. C'était un moment extraordinaire, tu sais. Puis j'ai juste pas compris pourquoi on n'avait pas refait un référendum l'année d'après, tu sais. Au lieu de foutre le bordel puis d'être déprimé, on aurait juste dû dire « Hey, let's go, man, on recommence l'année prochaine, puis on l'a, là. »
Ouais, non, je ne tripe pas trop sur la scène politique québécoise depuis, Mais depuis est-ce que tu penses qu'une union des deux parties, ça pourrait vraiment venir rajouter de quoi puis faire revivre la flamme souverainiste, si on veut, au lieu des chicanes? Mais je pense qu'on a plusieurs rendez-vous manqués. Je crois que ça aurait dû être fait il y a 10 ans. Tu sais, Ouais. mais je pense qu'il y a des gens qui ne passent pas le projet d'indépendance avant leur propre agenda politique. Puis ça fuck tout. Tu sais, comme tu as dit tantôt, tu sais, fais ton indépendance, puis après ça, tu décideras à gauche, à droite, au centre, qu'est-ce que tu veux. Tu sais, mais là, on ne peut même pas faire ça. Fait que, tu sais, l'indépendance, c'est un moyen qu'on se donne. Ouais. C'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un outil qu'on met à notre disposition. C'est probablement l'outil le plus puissant qu'on pourrait avoir. On ne l'utilise pas. Puis je pense que moi, je ne me retrouve pas en ce moment dans le paysage politique québécois. Là. Je me sens pas proche de quoi que ce soit. Là. Puis une phrase, justement, ça me fait penser à ça que Falardeau avait dit. Je ne me rappelle pas exactement, mais je pense que ça ressemblait à si tu as des conditions à ton indépendance, ben tu n'es pas souverainiste, tu es un trou de cul. Ouais. Une phrase comme ça, tellement frappante comme ça, le Falardeau, c'est le faire. Puis je trouve que Ouais. ça résume tellement bien la situation de ceux qui mettent des conditions avant l'indépendance. Non, si tu es indépendantiste, là, tu t'en calisses de ce que ça va prendre. Tu vas arranger ça après l'indépendance. Si tu es un vrai souverainiste, c'est l'indépendance avant tout, puis ton point 2, ben, il est très loin derrière. Ben, je peux pas rien ajouter à ça. Je trouve que c'est absolument exact. Si on, là, on parle de politique provinciale, si on va au fédéral, comment tu as trouvé la montée du Bloc dernièrement? Comment tu trouves M. Blanchet? Comment tu as vu justement le gros nombre de votes justement qui a monté aux dernières élections? Ben, en fait, moi, tout succès lié au mouvement indépendantiste me réjouit. Ouais. À partir de là, je sais pas trop quoi dire. Pour moi, il faut faire l'indépendance. Puis si on ne travaille pas dans cette direction-là, on s'en va nulle part. Fait que je ne sais pas trop quoi te dire à propos du Bloc. Moi c'est des amis. Il y en a plusieurs que je connais là-dedans. Puis je me réjouis qu'ils soient là. Je pense que c'est des gens passionnés puis, qui sont là pour les bonnes raisons, mais on n'a pas les outils pour vraiment changer notre société. Là. Je sais pas, la politique canadienne, c'est vraiment compliqué, le Canada, là, comme pays. C'est comme. Il y a plusieurs pays là-dedans. Là. Ouais, non, Les exact. intérêts, les intérêts de Terre-Neuve sont vraiment pas les mêmes que la Saskatchewan ou que la Colombie-Britannique, le Manitoba. Tout le monde a des intérêts vraiment divergents. Ça doit pas être facile à gouverner. C'est un drôle de pays. En fait, c'est un pays qui a été fondé par des businessmen qui rêvaient d'un marché d'Est en Ouest et qui ont voulu protéger le territoire pour empêcher que les Américains viennent prendre le marché. T'sais. Fait que c'est une histoire de traque de chemin de fer puis de subvention à des amis. T'sais. Ça a mal parti le Canada. T'sais. Johnny McDonald, méchant pourri, un voleur. Ça a mal commencé. La Confédération en tant que telle. T'sais. Terre-Neuve a accepté d'embarquer là-dedans en 1949 par quelques voix. T'sais. Il y a eu un référendum, je pense que c'est 51% qui est passé. T'sais. Ça ne les intéressait pas. T'sais. Moi, quand je vais à Terre-Neuve, je tripe à voir l'ancien drapeau d'avant la Confédération, des Terre-Neuviens qui sont nostalgiques d'une Terre-Neuve qui ne faisait pas partie du Canada. Je trouve ça beau. Mais bon, c'est bien compliqué, la politique canadienne, je trouve. Mais ça a l'air compliqué partout sur la planète. On regarde aux États-Unis ou au Mexique. Les humains sont ingouvernables. C'est vraiment le bordel. Tu penses que ça va prendre quoi au peuple québécois, aux jeunes ou aux moins jeunes, pour
comprendre à quel point c'est important l'indépendance. Parce que là, on l'a vu juste que tu en as parlé tantôt avec Trudeau. Si nous autres, on voulait fermer les frontières, puis Trudeau, il a attendu. On ne sait pas combien de morts ça peut avoir causé, ça. Mais puis moi, j'étais comme, OK, là, je pense que ça va réveiller du monde. Ça a réveillé du monde pendant 7 heures, puis après ça, le monde a tout oublié. Tu penses que ça va prendre quoi pour finalement qu'on se dise, OK, ouais, finalement, c'est de la merde, là, être dans le Canada? Ben, il faudrait qu'il y ait un projet sur la table pour. Déjà, il faudrait qu'il y ait un. Tu sais, en Écosse, ils l'ont presque fait. Tu sais, il faut qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait un porteur, il faut qu'il y ait tout le monde qui en parle. Et puis, il va falloir malheureusement que ça soit dans le vent, à la mode, tu sais, que ça soit au goût du jour, là, parce que le monde, des fois, il ne se force pas autrement. Là. Une espèce de vague. Là. Tu sais, les choses, des fois, ils ne se font pas pour les bonnes raisons, mais. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre, mais ça va prendre un projet, une belle proposition, tu sais, puis là, il n'y en a pas, tu sais, de proposition. Il n'y a pas personne qui apporte non plus cette proposition-là, tu sais. Moi, Québec solidaire, pour moi, il n'incarne pas l'indépendance du Québec. Ça va prendre quelqu'un de ça prenait Jean-Martin Hossan, tu sais. Ouais. Il était parfait, lui. Ouais, je sais. Non, Moi, mais j'y crois beaucoup à cet homme-là. Tu sais. Je pense que Jean-Martin Hossan aurait pu être assez rassembleur, puis assez articulé, puis assez intelligent pour vendre cette idée-là. Mais bon, il n'est pas là. Puis parlons maintenant de Guy Nantel. Ça, comment tu l'as vu, son arrivée en politique, puis pour la course à la chefferie du PQ, comment tu vois ça? Penses-tu que ce gars-là a peut-être un potentiel d'être ce rassembleur-là ou t'es... J'ai aucune idée. Pour être honnête, j'ai pas fait d'efforts. J'ai pas écouté ni lu ce qu'il propose. En ce moment, on dirait que j'ai pas d'énergie à mettre là. On dirait que je suis vraiment démotivé. Puis, en fait, c'est pas drôle à dire, mais on dirait que je m'en fous. OK, donc, tant que ça. Ouais, c'est plate, hein? Mais moi aussi, je trouve ça plate, mais moi, je me suis investi beaucoup dans les courses à la chefferie au PQ là, pendant une couple d'années. J'étais de toutes les assemblées et de tout ça. Puis, à un moment donné, t'es usé, t'es fatigué un peu. Puis là, je suis comme dans la période où j'ai besoin de me reposer, craquer mes batteries pour quand il y aura un vrai débat. T'sais. Moi, c'est l'indépendance qui m'intéresse. C'est qui est là, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que l'indépendance soit de l'avant. C'est pas une question d'ego ou de personnalité. Ouais. Si Guy fait une bonne job, tant mieux. Moi, je souhaite juste du bien à tout ce monde-là. T'sais. Mais honnêtement, ça ne me passionne pas tellement. Ça. Puis, c'est quoi tu penses? C'est quoi tu penses de ce qui se passe, ce qui s'est passé en Espagne avec le catalan? Pour toi, tu vois ça comment? Comment tu l'as perçu? Ça, c'est vraiment épouvantable. Là. C'est pas. C'est un dossier qui me dépasse là, en termes d'argumentation. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais c'est sûr que j'en reviens pas que l'Espagne fasse ça je veux dire, en toute impunité. Tout le monde s'en fout, même. C'est vraiment triste, je trouve, pour la Catalogne. Ça serait peut-être arrivé aussi, Jean Chrétien, je pense pas qu'il était bien plus prêt à... Je pense que ça aurait été une belle écœuranterie si on avait gagné le référendum. En fait, on l'a gagné. On s'est fait voler ce référendum-là. Ouais. Les gens ont été malhonnêtes, les adversaires ont été malhonnêtes, ils étaient prêts à tout, on l'a vu. C'est un peu triste. En fait, c'est terrible. C'est terrible. Ouais. Est-ce que tu as encore espoir de vivre ça de ton vivant, un référendum ou un Québec pays, où tu es tellement désintéressé, tellement dépassé par tout ce qui se passe que tu te dis peut-être que crime, je ne vivrai jamais ça? Non, moi, j'y crois. Je pense qu'on est dans une période qui est un peu difficile, qui n'est pas très inspirante, mais c'est un balancier. Hein, là, on est peut-être dans le creux, mais ça va remonter. Ouais. Non, moi, j'y crois. Je pense que les Québécois, puis
je crois aussi que le projet écossais, il était super rassembleur. Eux, ils sont allés chercher justement les nouveaux arrivants, ils ont mis de leur bord. Ils ont réussi à leur expliquer le projet, à leur vendre. J'ai trouvé ça fantastique, l'exemple écossais. Je pense qu'il faut qu'on s'en inspire beaucoup. Haïti, là, les Haïtiens, là, eux autres, ils ont fait leur indépendance en 1804, là, puis ils en sont vraiment fiers. Les Mexicains aussi ont fait leur indépendance. Puis quand tu vas au Mexique ou en Colombie, ils ont des monuments sur leur indépendance nationale. Puis les gens, ils sont fiers de tout ça. Mais nous autres, au Québec, on n'a pas ça. Je pense que tous ces gens-là qui arrivent de partout dans le monde peuvent comprendre l'importance d'un événement fondateur comme l'indépendance d'un pays. Fait que, à la base, tous les nouveaux arrivants, en fait, je pense que c'est des alliés potentiels. Fait que je pense que ça passe beaucoup par là. Puis les anglophones aussi, je pense que les anglophones, les autochtones aussi, ils devraient être indépendantistes. Ils seraient, à mon avis, bien mieux représentés dans une république québécoise qu'ils le sont en ce moment à l'Assemblée nationale. Et où la voix des anglophones à l'Assemblée nationale? Et où la voix des autochtones? Ou des nouveaux arrivants, c'est tout petit, là, ils n'ont presque pas de place. Dans une république, à mon avis, il y aurait une meilleure représentativité. Puis, en plus, c'est que les gens ils vont se sentir plus confortables dans leur identité, ils vont arrêter de se sentir inquiets et d'avoir peur de l'autre, parce que là, ils vont exister enfin. Là. Fait que moi, je vois ça comme un projet hyper rassembleur, tant pour les anglophones, les autochtones, les allophones, les nouveaux arrivants. Je trouve que tout le monde a à gagner dans ce projet-là. T'sais. Écoute, Zach, as-tu une autre question? Non, moi, je pense que ça fait le tour de mes questions. Je pense que c'est une belle façon de finir là-dessus, sur des paroles aussi rassembleuses. Merci beaucoup, Alexandre. Hey, ça me fait vraiment plaisir, les gars. Merci à tout le monde d'avoir écouté. On a eu vraiment du fun. Si vous n'êtes pas indépendantiste, je vous invite à faire vos recherches puis à comprendre pourquoi c'est important. Puis on se revoit au prochain podcast. Salut tout le monde. Salut.